Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur l'école du troisième type. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la base de l'organisation de la classe pour pouvoir vivre ensemble les apprentissages informels dans une ambiance calme, sécurisante et qui permettent vraiment qu'on développe tout ce qu'on a envie de développer. Tout ce que je vais dire ici n'engage que moi, Émilie Roudier, ça n'engage pas Bernard Collot, même si bien sûr c'est basé sur ses travaux, sur ses livres et aussi sur mon expérience à moi en tant qu'institut. Il est important de penser l'organisation et de mettre en place une structure solide pour pouvoir permettre le développement des apprentissages et l'épanouissement de chacun. Donc là, je ne vais pas vous parler du quoi, qu'est-ce qu'on fait, mais comment on fait, comment on organise, comment on structure le temps, l'espace, le groupe, comment on accompagne la structuration du groupe pour que tout ce qu'on a envie de vivre dans cette école puisse être vécu sans qu'il y ait de gros clashs, sans qu'il y ait d'enfants qui se sentent mal. Voilà, c'est vraiment un écueil fort. On ne se rend pas compte souvent quand on veut créer une école alternative à quel point il est important que la structuration du groupe soit nette et soit solide. Hein. C'est pas parce qu'on vise les apprentissages informels que nous, les adultes, on ne va pas mettre en place quelque chose de solide pour que ça puisse avoir lieu. Et en ça, c'est différent que juste le vivre à la maison avec ses enfants, parce que là, on va être en groupe et il va y avoir beaucoup plus à la fois d'interaction, mais aussi quelque part plus de limites en fait à ce qu'on peut faire. Voilà, limites liées au bruit, à l'espace, aux objets, à la présence des autres en fait. Mais en même temps, c'est passionnant, hein, c'est pas un problème. C'est juste pour dire que ça va demander des choses en plus qu'on ne sait pas à la maison. Ces 5 piliers de l'organisation, ce sont la réunion ou le conseil, ou on peut l'appeler comme on veut, les ateliers permanents, les tableaux de bord des projets et des activités, la communication et la mise en mémoire. Ces 5 piliers, c'est ce qui a été mis en place, trouvé de plus efficace par Bernard Collot et ses amis instituts du troisième type dans leur classe unique. Donc, ils ont déjà fait tout ce boulot de recherche quelque part, donc appuyons-nous sur les fruits de leur recherche. Ça n'a rien de dogmatique, hein. Tout ça a été vraiment cherché, tâtonné par tout un groupe d'instituts. Donc, la réunion. Donc, déjà, elle se passe dans un espace donné, un espace où chacun va pouvoir être assis et voir tout le monde, donc un cercle, dans un temps donné. Quand on est vraiment dans un fonctionnement de troisième type, on a besoin de ce temps de réunion tous les jours. Au début, ça peut être qu'une fois par semaine ou tous les 2 jours. On veille à ce que ce soit pas trop long, ou en tout cas, on va s'adapter à l'âge des enfants et à la maturité du groupe. Les petits ne resteront probablement pas toute la réunion. Ensuite, il y a un cahier dans lequel chacun peut s'inscrire, petit ou grand, pour pouvoir prendre la parole, et un cahier dans lequel va être noté tout ce qui va être décidé pendant cette réunion. L'image sur moi n'est pas très bonne, j'ai le soleil ici et pas là, mais c'est pas grave, le but c'est pas de me voir, c'est de m'écouter. Le but de cette réunion, réguler l'auto-organisation. C'est dans cet espace-temps-là que chacun, petit et grand, va pouvoir parler de ce qui ne va pas pour lui, ce qui est à améliorer. Si par exemple, je sais pas, un enfant peut dire que l'heure du repas est trop tard, par exemple, comment faire, ou voir la vie des autres, comment faire pour contenter chacun. Un enfant peut dire qu'il a envie de faire de la peinture, mais que quand il y va, l'atelier, il n'est pas rangé, les pinceaux sont sales. D'ailleurs, il n'y a plus assez de peinture. Voilà, c'est le bazar. Comment faire pour organiser l'atelier peinture pour que tout le monde puisse l'utiliser? On peut aussi parler d'un problème que vit le groupe. On ne va pas parler, par contre, des problèmes qui concernent les individus. Les problèmes personnels, ce n'est pas le bon endroit pour en parler. Également, dans ces moments-là, les enfants, les adultes peuvent proposer des projets, des activités, ils peuvent proposer des nouvelles choses, par exemple de mettre en place un nouvel atelier, de mettre en place un nouveau rendez-vous. Et ce que j'ai remarqué aussi avec les enfants, c'est que de plus en plus, un temps important de la réunion, en tout cas le temps de bien lancer ça, était pris pour aussi l'auto-organisation de la réunion. Donc est-ce qu'on utilise un cahier? Est-ce qu'on met notre prénom? Est-ce qu'on ne mettrait pas aussi entre parenthèses un petit mot pour se rappeler? Parce que des fois, on s'inscrit le lundi, c'est pour le vendredi, on ne sait plus ce qu'on voulait dire. Oui, donc ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pour ces réunions, il y a un meneur ou animateur ou président et un secrétaire. Au début, c'est certainement les adultes qui vont jouer ce rôle-là et dans le but d'accompagner les enfants à savoir le faire tout seul après. Et donc voilà, il y a aussi un temps pour auto-organiser la réunion. Au début, nous, on avait des rubriques.
Après, les rubriques ont changé. Après, on n'avait plus forcément de rubriques. Après, on avait des temps. Bon, en fait, c'est génial parce que moi, je connaissais rien du tout à l'animation des réunions, à l'intelligence collective, avant de faire ça avec des enfants. J'ai tout appris avec eux. On a essayé plein de trucs. On a découvert, en fait, moi aussi, j'ai vraiment découvert avec eux comment ça se passait. Et à la fin, je peux vous dire que des enfants de 11 ans, ils étaient capables d'animer une réunion très, très bien. Donc, le but aussi de cette réunion, c'est de suivre les projets et les activités en cours. Donc, on fait le point. Imaginons, on a une sortie de prévue avec un passionné des oiseaux dans un bois dans 8 jours. Donc, est-ce qu'on a tout bien prévu? Est-ce que la personne qui devait vérifier qu'on avait tout le matériel, où est-ce qu'elle en est? La personne qui devait faire un mot pour les parents pour dire où on va, à quelle heure, comment on s'organise, quel habit il faut, tout ça, est-ce que c'est prêt? Si c'est pas prêt, de quoi ont besoin chacun pour avancer? Voilà. Donc, on va suivre nos projets, nos activités collectives. On peut aussi le faire pour des projets individuels. À voir, selon le nombre d'enfants et la maturité du groupe. Ce n'est pas obligatoire du tout que ça se passe là. C'est aussi un temps pour présenter les réalisations qui sont achevées. Donc, petit comme grand, on va pouvoir présenter nos peintures, nos dessins, nos figures géométriques, nos poèmes, nos mini-livres, des choses qu'on a fabriquées chez soi, des choses qu'on a fabriquées chez soi ou en classe. Peu importe, chacun peut présenter tout ce qu'il a fabriqué, inventé, créé. C'est un grand moment pour la reconnaissance de chacun et pour le sentiment d'appartenance au groupe. C'est aussi un moment pour nourrir les projets et activités à partir des propositions de chacun. Donc chacun peut venir avec une nouvelle information, un nouvel objet qui va peut-être pouvoir provoquer un nouveau projet. Exemple, ma grand-mère vient la semaine prochaine, elle est passionnée de champignons. Tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une sortie champignons avec elle? Là, j'aurais dû dire le rôle des adultes dans la réunion sur la diapo. Donc le rôle des adultes dans la réunion, c'est d'abord de garantir la sécurité physique et affective de chacun. Il est garant de la loi, il a un droit de veto, il est attentif à chaque moment à ça, l'adulte. L'adulte fait des propositions et peut faire des observations. Il guide les enfants dans l'animation de la réunion, c'est ce que je disais, il y a un meneur. Au début, c'est l'adulte pour montrer comment on fait. Et le temps déjà que la réunion soit un moment agréable, calme, qui fait avancer. Et après, vraiment, il va aider les enfants, donc les plus grands, au début, à animer ce temps-là. Donc ça veut dire être à côté de lui et lui souffler un petit peu, l'aider dans la régulation, dans les questions qu'il pose, à qui il donne la parole. Dans tous les cas, l'adulte, il intervient de manière mesurée en fonction des besoins du groupe, parce qu'il vise tout le temps l'émancipation de chacun. Ça veut dire que ce n'est pas une réunion pour les adultes, il y a un autre moment pour ça, et c'est vraiment une réunion pour les enfants. Donc les interventions de l'adulte doivent vraiment se faire dans l'intérêt des enfants. Ce n'est pas le moment pour monopoliser la parole, voilà. Il faut faire attention que les réunions ne soient pas trop longues, donc ce n'est pas un moment pour se faire entendre en fait, pour l'adulte. Il va pouvoir parler comme les autres, mais voilà, il fait attention de ne pas prendre trop de place. Un autre pilier de cette organisation, c'est l'aménagement de l'espace en atelier permanent. Alors, les ateliers permanents, il peut y avoir tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on imagine. Ça va dépendre de l'âge des enfants, du matériel qu'on a acheté, qu'on a récupéré. On peut imaginer tout ce que j'ai écrit là, maths, sciences, informatique, son, vidéo, peinture, marionnettes, bois, filet tissu, bibliothèque, jardin. Mais j'en passe encore, les meilleurs. Voilà, si on a des plus petits, bien sûr, un coin pour jouer à la marchande, un coin dinette, un coin avec les peluches, les poupées, bref, tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est que ce soit lisible pour les enfants. À tel endroit, sur tel tapis, telle étagère, c'est pour jouer avec tel matériel-là. Tel matériel. C'est aussi important que ces ateliers y soient rangés et que les enfants puissent ranger eux-mêmes, donc avec un système d'étiquette où on va savoir qu'est-ce qu'on range où. Donc les enfants de ces ateliers, ils réalisent leurs projets à l'aide du matériel présent. Et ils font des activités de manière spontanée aussi, sans forcément lier avec un projet. Surtout pour les plus petits, ils y vont juste pour jouer. Mais les plus grands aussi, peuvent juste aller dans un atelier, ça, ils prennent du matériel, ils font ce qu'ils ont envie. Ou alors ils y vont d'une manière réfléchie parce qu'ils ont besoin du matériel qui est là-bas pour avancer sur ce qu'ils font. Les adultes, ils peuvent déposer des nouveaux outils, supports, matériels dans ces ateliers. Ils sont là, dans tous les cas, pour observer ce que font les enfants
les accompagner, les encourager et reconnaître l'activité de chacun. Les adultes aident au rangement, c'est-à-dire qu'ils participent vraiment au rangement. Au début, ça représente beaucoup de temps, mais c'est important de vraiment le faire et d'aider les enfants à ranger seuls. Mais ça demande bien une présence de l'adulte pour ça. Donc l'organisation de ces ateliers, elle est gérée en réunion, comme j'ai dit plus tôt, et chacun peut en proposer des nouveaux, du matériel nouveau, une nouvelle organisation, des nouvelles règles de fonctionnement. Voilà. Tout ça, c'est auto-régulé en réunion. Il y a aussi des ateliers qui ne sont pas permanents, qui sont temporaires. Par exemple, si quelqu'un nous a prêté des instruments de musique, eh ben, ils vont être là que de manière temporaire. Exemple. Il peut aussi y avoir des ateliers qui sont mis dans des malles parce qu'ils ne peuvent se faire que dans certains endroits, certaines conditions, avec certaines personnes. C'est important aussi d'avoir un espace de réserve qui n'est pas accessible aux enfants, où les adultes vont pouvoir ranger dans des armoires du matériel de réserve et du matériel qui... parce qu'au début, on ne va pas tout mettre en fait. C'est important que l'enfant il puisse vraiment s'y reconnaître, voir ce qui est là comme matériel. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc on peut en avoir plus en réserve et on le sort au bon moment. Troisième pilier, le tableau de bord des activités et des projets. Donc ces différents tableaux qui prennent différentes formes dans chaque classe, parce que c'est les adultes qui les élaborent en fonction de leur manière de penser, de réfléchir, d'analyser et bien sûr les besoins du groupe. Tout ça, ça sert à piloter. Et ça sert aussi à se repérer, à s'organiser pour que les projets puissent être menés à bien. On ne va pas rajouter des tableaux de bord juste pour le plaisir des tableaux de bord. Hein. C'est juste pour aider à ce que ce soit lisible, visible ce qui se passe et qu'on puisse avancer. Aussi, dans l'idée où il y a plusieurs adultes qui sont là sur la semaine, ça permet que chacun puisse aller voir à l'endroit où il sait que c'est là, où on en est. Donc, dans ces tableaux de bord, il y a la liste des actions possibles dans chaque atelier. Ce n'est pas exhaustif, ça peut être ajouté. Imaginons dans l'atelier écrit, plein d'idées de différentes choses qu'on peut écrire. Dans l'atelier jeux de société, ce sera peut-être la liste des jeux de société. Voilà, dans l'atelier maths, pareil, plein d'idées de ce qu'on peut faire dans l'atelier maths. Ces tableaux de bord, ils nous servent aussi à suivre les projets collectifs en cours, avec les responsabilités qui sont prises et les délais convenus. Et on va noter au fur et à mesure ce qui est accompli, ce qui ne peut pas l'être. Il se peut aussi que des projets soient abandonnés, donc là, on va pouvoir dire que c'est abandonné, mais c'est important d'accompagner, de conscientiser ça, pourquoi un projet est abandonné. On organise le temps aussi, il y a un agenda qui est visible. Alors, c'est intéressant d'avoir au moins 2 semaines de vue, voilà, de voir les 2 prochaines semaines sur l'agenda. Sur cet agenda, on va pouvoir noter s'il y a des temps de prévus pour des présentations, d'exposés. Par exemple, on peut avoir, alors sur le nombre d'enfants, hein, dans ma classe en cycle 3, chaque jour, il y avait un temps de présentation d'exposé. Donc, on avait 20 ou 30 minutes, je ne sais plus. Et donc, il y avait un agenda avec telle date, c'est telle personne sur tel sujet. On avait aussi ça avec les lectures offertes. Chaque jour, quelqu'un a été inscrit pour lire une histoire aux autres. Sur l'agenda, on fera apparaître si on a des sorties prévues, s'il y a des intervenants passionnés, quel jour l'école est ouverte, quel jour elle ne l'est pas. S'il y a différents adultes aussi, on mettra quel jour quel adulte est présent. Ces tableaux, ils servent aussi à suivre et à planifier les projets individuels et les activités menées chaque jour. Donc là, ça va vraiment dépendre de l'âge de chaque enfant, sur la forme que ça va prendre. La question en tout cas, c'est comment je suis ce que fait chaque enfant. Et à partir de 5 ans, parfois avant, parfois plus tard, il y a la capacité de planifier. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour planifier la semaine? Donc, c'est l'idée des plans de travail, hein, je fais la pédagogie freinée. Ensuite, 4e pilier, la communication. Donc, la communication, elle provoque de nouveaux projets et activités et elle sert aussi à diffuser vers l'extérieur tout ce qui est terminé. À l'intérieur du groupe, la communication, elle est à la fois libre. Chacun peut communiquer avec tous les autres, petits et grands. Il n'est pas question de rester assis et de se taire, mais aussi de manière régulée. On peut en parler en réunion de la communication, souvent au niveau du bruit. On vit dans un petit espace à plusieurs, il ne peut pas y avoir beaucoup de bruit.
Et ça, c'est important, c'est une des premières choses à viser, que l'espace il soit calme pour que chacun se sente bien. Donc c'est à la fois libre, mais régulé. Voilà, par exemple, s'il y a des instruments de musique, si quelqu'un se met à jouer de la musique, à souffler fort dans une flûte, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont concentrés en train d'inventer une histoire, en train d'écouter de la musique, voilà. Bon, c'est pas possible, par exemple. Donc, il faudra réguler pour savoir comment ça peut se faire. Donc là, c'est plus au niveau du bruit que la communication. Ensuite, la communication des informations à tous sur un temps formel, ça on l'a vu, c'est le temps de réunion. Et il y a la communication vers l'extérieur. Donc, on va pouvoir communiquer avec des intervenants passionnés, comme j'ai dit. Donc, ce sont des adultes qui ont envie de contribuer à la vie du groupe et qui ont rempli une petite fiche qui dit qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre et quand est-ce qu'ils sont dispo. Il y a aussi la communication avec d'autres enfants, que ce soit par courrier, par journaux, pour des visites, des sorties, que ce soit par téléphone, par Internet, ou même pour des voyages. Il peut aussi y avoir une communication avec une petite communauté autour, avec les voisins, les grands-parents. On peut imaginer journaux ou blogs pour montrer ce que les enfants font. Et c'est important que d'autres adultes puissent voir ce que les enfants font. Parce que quelque part, nous, les adultes qui sommes avec eux au quotidien, on fait un peu partie des meubles quelque part. On sait, on a accompagné à la réalisation de ces projets. C'est important qu'ils puissent le diffuser à d'autres. 5e pilier, la mise en mémoire. Donc là, la mise en mémoire, le but, ça va permettre d'alimenter les projets et les activités en cours et éventuellement, ça peut en provoquer de nouveaux. C'est là aussi pour reconnaître les travaux de chacun. Moi, je sais que dans ma classe, on avait un pan de mur où on mettait des œuvres d'art qui avaient été faites par les enfants. On les choisissait en réunion. Et quand ils passaient en 6e, des fois, il y en a, ils revenaient. Et puis, ils voyaient que sur le mur, il y avait toujours ce qu'ils avaient fait eux, qui était là. Ça, c'est une manière de reconnaître en fait le travail des enfants. Ils pouvaient retrouver des traces de plein de choses qu'ils avaient fait. Et donc alimenter aussi les projets parce que, imaginons dans l'atelier, disons qu'il y a un coin spécial sur les animaux en sciences. Et là, il y a un classeur avec plein d'exposés. Donc un enfant, il va dans cet atelier, il prend ce classeur, il regarde les exposés, blaireau, tortue, renard. Ah moi j'ai envie d'en faire un sur le loup. Et en plus, il a une trame, il a une manière. Il peut voir comment a été structuré, en tout cas, le compte-rendu de cet exposé. Alors concrètement, c'est comment? Dans chaque atelier, il y a une mémoire des réalisations, qu'elles soient collectives ou individuelles. Donc, on peut laisser directement la réalisation, si c'est possible, comme la peinture, ou on en laisse une trace, avec des photos et des résumés. Ça peut aussi être des audios et des vidéos. Côté de l'ordinateur, on peut avoir un disque dur avec tous les audios qui ont été enregistrés, par exemple, toutes les musiques ou chansons qui ont été enregistrées avant. On peut avoir aussi dans le disque dur, peut-être que les exposés, ils ont été filmés. Donc des exposés qui ont été filmés à regarder. Aussi, autre chose dans cette mise en mémoire, dans chaque atelier, on va savoir comment faire pour trouver de l'aide. Imaginons dans le coin jeux de société, donc il y a une quinzaine de jeux de société qui sont là au début. Quand un enfant veut apprendre à jouer, disons, à Triomino, et que lui, il ne sait pas, sur la boîte de Triomino, il y a une petite fiche où c'est écrit « J'ai besoin d'aide ». Et là, il va voir la liste des prénoms des adultes et des enfants qui savent jouer à Triomino et qui peuvent l'aider. Voilà. Donc, c'est une manière de mettre aussi en mémoire qui sait faire quoi et à qui je peux demander de l'aide. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 5 grands piliers. Juste un petit mot sur moi. Je suis Émilie Roudier, maman de 2 enfants actuellement en unschooling tant que c'est possible. Avant, j'étais instite dans le public, aussi en hors contrat. D'abord dans une maison d'enfants avec des ados et ensuite dans l'école Copsinel, une école en chemin vers le 3e type qui a duré 2 ans, 2015 à 2017, dans la Drôme, une petite école associative que j'avais créée avec une bande de courageux. Depuis, je fais de la guidance parentale et aussi je fais de l'harmonisation des lieux en holosynergie. Et également, j'accompagne les écoles du 3e type, ou en tout cas apparentées, ou qui vont dans ce sens-là. Les écoles parentales, les écoles associatives. Donc là, j'accompagne que ce soit au niveau de la préparation, au niveau du recrutement, si l'équipe souhaite recruter un professionnel,
J'accompagne aussi au niveau de la supervision de l'équipe éducative une fois que c'est lancé. Et de la formation de tous ceux qui vont être présents avec les enfants. Voilà, vous trouverez plus d'infos sur mon site emilieroudier.fr. À bientôt pour une prochaine vidéo.